Bonjour tout le monde et bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une de mes collègues, Stéphanie Godette, qui est courtier hypothécaire dans notre équipe multiprêt commercial. Aujourd'hui, Stéphanie, on va parler principalement des besoins financiers de nos clients. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Peter, comme courtier, comment on détermine les besoins de nos clients en général, tu dirais? Et ça, c'est une grosse question parce qu'il y a bien du monde qui viennent me voir puis qui ont plein de projets, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas évalué au départ. Première des choses, là, avant même de déterminer j'achète-tu une entreprise, j'achète-tu un immeuble, c'est qu'est-ce que tu connais là-dedans? Ton expérience. Volet super important parce que, clairement, si tu m'arrives avec un projet, tu veux t'acheter un 48 portes, tu n'as jamais géré ça de ta vie, tu n'as même pas eu un duplex dans ta vie, on va avoir un gros enjeu. Donc, le premier volet que je vais m'attarder, c'est beaucoup sur l'expérience. Deuxième volet, as-tu les moyens de tes ambitions? La mise de fonds. La fameuse mise de fonds. Hein? Ouais. On entend dans toutes sortes de cours de l'immobilier là, qu'on peut acheter sans mise de fonds. Là. Ça prend du cash. Ça n'existe pas du financement des projets sans mise de fonds. Alors, tu veux t'acheter encore là, le même exemple que tantôt, un 48 portes? Parfait. As-tu les moyens d'acheter un 48 portes? Donc, ça, c'est le deuxième volet que je vais analyser avec un client. Un autre volet super important. Tu te retrouves où au niveau géographique par rapport à ton immeuble ou à ton entreprise? Je comprends que les prix ne sont pas chers là, à Bécomo en ce moment, là, mais si tu vis à Montréal puis tu t'achètes un immeuble à Bécomo, on s'entend-tu que c'est loin un petit peu pour changer? Ça fait loin pour entretenir l'immeuble, gérer. Comme un de mes collègues disait justement ce midi, ça fait loin pour changer un globe. Ouais. C'est clair, effectivement. Fait que, tu sais, grosso modo, là, l'expérience, la mise de fonds, c'est deux volets importants avant de penser à l'étape suivante qui va être le financement. Mais au point de vue financier, comment on détermine ça? Mon Dieu, il y a plusieurs façons de déterminer ça, évidemment. Puis, il faut aussi comprendre où est-ce qu'est notre client. Tu sais, on est-tu face à un client qui a déjà de l'immobilier ou qui a déjà une entreprise et qui est prêt à prendre de l'expansion? Auquel cas, on est face à quelqu'un qui a des bonnes valeurs, qui est peut-être capable de refinancer. Donc, on va vraiment s'attarder sur le profil financier de l'individu. On parlait tantôt de la liquidité, du fait d'avoir les moyens de tes ambitions, mais au-delà de ça, il y a est-ce que tu as déjà un portefeuille immobilier? Si on parle d'immobilier pur, là, avant qu'on parle de commercial, là, si tu as déjà de l'immobilier pur, tu as un portefeuille immobilier, on va l'analyser. On va s'assurer que tu fais une bonne job, que tu as une croissance de tes revenus graduelle puis que tu as une rentabilité. Il faut se faire un dessin de la situation financière du client. On travaille avec quel type de client, il est rendu où dans son processus. Et voilà, absolument. Si on parle de financement commercial pur, maintenant, financer une entreprise, parce que tu sais que nous, on ne fait pas juste du financement multilogement, on fait aussi du commercial, bien, est-ce que ton entreprise est en expansion? Est-ce que tu es à maturité? Est-ce que tu es peut-être dans un processus de déclin? Hein? On commence à le vivre avec l'économie, la hausse des taux d'intérêt un petit peu plus difficile. Il y a aussi le transfert générationnel, je te dirais, parce que de plus en plus, il y a des entreprises familiales, le transfert intergénérationnel, ça devient de plus en plus difficile. Absolument. Puis tu me fais penser à un cas que j'ai vécu il y a à peu près 3 semaines de ça. J'ai un de mes anciens clients, quand je travaillais chez Desjardins à l'époque, que j'étais directeur de l'équipe du Centre financier aux entreprises, j'ai un de mes clients que j'apprécie beaucoup qui m'appelle et qui me dit « Peter, on va-tu dîner ensemble? » Parfait, on va luncher ensemble. Le promoteur a beaucoup de projets, mais il a 82 ans. Alors, la question que je lui pose a été la suivante, c'est « Ben beau, je peux te faire ton financement, il n'y en a pas de problème, mais est-ce que tu as une relève identifiée dans l'entreprise? » Parce que clairement, au niveau institution financière, on fera pas de... Il n'y aura pas personne qui va, par exemple, avoir un préjugé face à l'âge, mais la banque va quand même se poser la question. Parce que là, clairement, si je te fais un prêt sur 25 ans, tu ne seras pas là dans 25 ans. Alors ça aussi, tu l'as bien dit, la relève, c'est un élément qui est super important. Donc, Peter, au-delà des besoins financiers, comment on fonctionne quand on veut optimiser? Il y a plusieurs types d'optimisation. Si on est en immobilier, on veut optimiser nos revenus. On veut évidemment optimiser aussi nos dépenses, les minimiser le plus possible. Là, il existe toutes sortes de choses. On va parler en premier du processus d'optimisation au niveau immobilier multilogement. C'est le plus populaire, c'est ce qu'on entend le plus.
Première des choses, on va augmenter nos revenus. Idéalement, on va le faire dans un processus de respect face aux locataires. Tu sais, on parle beaucoup de rénoviction, mais justement, et il y a une discussion par rapport à une loi qui va passer justement à l'effet que la rénoviction ne sera plus possible désormais. Donc, je pense que quand on est capable de faire une bonne optimisation au niveau des revenus, tout en respectant nos locataires, c'est la première des choses, mais il faut retravailler aussi nos dépenses. Si on paye, par exemple, l'énergie pour les locataires, bien, si on est capable de remettre cette facture-là entre leurs mains, on va avoir des gains à ce niveau-là. Renégocier le coût de nos assurances. Il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé une transaction sur un immeuble de 6 logements. Le client payait 4 500 d'assurance alors qu'on devrait s'attendre à quelque chose plus proche de 3 500. Tout de suite, il y a un gain à ce niveau-là aussi. Donc, retravailler les dépenses. La facture d'énergie aussi, ça, il y a des changements à faire. Tu parlais dans le fond qui va payer la facture, soit le propriétaire, le locataire, mais il y a aussi le type de chauffage qui fait qu'on va venir réduire la facture. Alors là, tu m'emmènes sur le processus d'efficacité énergétique. Effectivement. Hein? Alors, avec l'APH, le nouveau programme de la SCHL, c'est de plus en plus populaire que les propriétaires s'en vont en efficacité énergétique, donc installer des thermopompes, installer des thermostats programmables, ainsi de suite, changer la fenestration, toiture blanche, name it. Il existe toutes sortes de choses pour rendre notre immeuble un peu plus efficace, ce qui va évidemment diminuer de beaucoup nos dépenses en énergie. Puis tout ça dans l'optique, dans le fond, de réduire les gaz à effet de serre. Clairement, effectivement. Sinon, il existe d'autres processus d'optimisation. Si on parle de processus d'optimisation plus purement commercial, on va parler d'entreprises qui veulent, entre autres, optimiser leur processus d'affaires, optimiser leur processus de fabrication, achat de machinerie. Donc, ce qu'on va avoir besoin de comprendre précisément, c'est l'investissement qu'on met dans cette entreprise-là pour changer la machinerie, augmenter la rapidité de fabrication. Qu'est-ce que ça emmène sur les bénéfices à la fin de l'année? Donc, tout l'ensemble de l'optimisation est super important. Donc, comme courtier hypothécaire, je ne peux pas juste prendre la commande du client et dire « Ah ouais, tu veux changer 2-3 machines, parfait, on va te financer ça, il n'y en a pas de problème. » Il faut comprendre quel est l'avantage de ce changement-là. Puis quand on analyse les objectifs financiers du client, est-ce qu'il y a un risque financier qu'on doit penser? Il y en a plusieurs. Premier risque, qui est le risque le plus important, je pense que beaucoup de gens voient en ce moment, fluctuation des taux d'intérêt. Là, on est chanceux, on est dans un moment où les taux sont assez stables et on espère graduellement une baisse de taux. Donc, qui dit baisse de taux, baisse de risque, parce qu'évidemment, au niveau de la rentabilité des projets, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Mais le risque de hausse de taux d'intérêt, à l'inverse, il faut en tenir compte. Tu sais, les investisseurs immobiliers, là, quand les taux d'intérêt baissent, excuse-moi là, ce que je vais te dire, là, mais un singe pourrait faire de l'argent avec un immeuble quand les taux d'intérêt baissent. Là. Mais quand les taux d'intérêt montent, c'est là qu'on voit les vrais bons gestionnaires immobiliers. Il faut être créatif, effectivement. D'où le processus d'optimisation qu'on parlait tantôt. Alors, le risque de fluctuation des taux d'intérêt est super important. Fait que comme courtier hypothécaire, première des choses, on doit vraiment se garder à l'affût, être informé par rapport à l'économie et aux fluctuations. Mais il existe d'autres risques financiers. Si on parle de financement commercial pur, le risque de taux de change, il est hyper important. C'est sûr que demain matin, si j'ai une entreprise qui exporte et que là, tout d'un coup, on prévoit vendre une machine à l'étranger, on ne va pas la vendre dans la même devise que la nôtre. Cette fluctuation-là, on doit la protéger. Il existe des contrats de change sur le marché qui nous permettent de protéger la fluctuation face à un taux de change. La même chose à l'inverse. Si je suis une entreprise de fabrication et que j'importe une machine qui vient de la Chine, je dois protéger le prix que je paye par rapport au taux de change. Donc, le risque de taux de change est super important. Il y a aussi le cycle économique. Dans quelle période on est dans le cycle économique? Est-ce que, justement, soit dans les hausses ou dans les baisses de taux, bien, on n'est pas dans la même période? Absolument. Donc, on doit s'ajuster au niveau là, du rendement. Puis quand on parlait au niveau de la hausse des taux, ça vient jouer sur la valeur économique. Oui. Donc, absolument. il est là le risque. Absolument. Sinon, il existe d'autres risques aussi, toujours en commercial pur, puis même au niveau construction, au niveau immobilier.
tout ce qui va être risque du prix des matériaux, il y a des fluctuations là aussi. On l'a connu, ça, pendant la COVID, hein? On l'a connu beaucoup. Puis aujourd'hui, on le vit encore parce que les taux d'intérêt sont encore élevés. On voudrait construire des nouveaux immeubles à logement, mais le prix des matériaux s'est stabilisé, mais quand même n'a pas beaucoup baissé. Donc, c'est sûr que taux d'intérêt élevé, prix des matériaux élevés, c'est ce qui freine un peu la construction aujourd'hui, puis on espère que tout ça va diminuer dans le temps. Mais avant de fabriquer ou avant de construire un immeuble, c'est quoi le dernier risque qu'on a? Bien, le risque de main-d'œuvre. Et voilà. Je pense qu'on le ressent un petit peu dans tous les secteurs de l'économie. Oui. Un peu n'importe quel commerce, il y a le manque de main-d'œuvre. Absolument. Puis, sérieux, là, même dans un contexte où les taux d'intérêt ont augmenté fortement, l'économie au Canada va bien. Le chômage est quand même relativement faible. C'est tout un défi que d'être capable de trouver de la main-d'œuvre pour réaliser son projet. Donc, effectivement, tu as tout à fait raison. Quand on parle de durée d'investissement, est-ce que c'est important? La durée est importante parce que ça va dépendre d'une foule de choses. Tu sais, dans le fond, si on parle d'immobilier multirésidentiel, entre autres, on va parler de l'amortissement, mais de la durée de vie utile de ton bien. Si ton immeuble, tu en as pris vraiment, vraiment soin tout au long de sa vie immobilière, tu vas avoir quand même une durée de vie restante intéressante qui va te permettre d'accéder à des programmes intéressants, dont entre autres à la SCHL, le programme APH, qui peut nous permettre d'aller jusqu'à 50 ans d'amortissement. Mais pour avoir 50 ans, il faut absolument que tu aies un immeuble qui a au moins une durée de vie de 50 ans parce que sinon, on ne l'atteindra pas. Ça, la durée de vie, on l'obtient dans le rapport d'évaluation. Donc, on s'informe de la qualité, de l'âge de l'immeuble, mais aussi de sa durée. Absolument. Sinon, il y a un autre volet qui va être important aussi quand on parle d'amortissement de la dette. Ça va dépendre aussi du bien immobilier que tu veux acheter. En commercial pur, tu peux acheter un immeuble. Il y a beaucoup de gens de ce temps-là qui voient les mini-entrepôts comme quelque chose qui est hyper rentable. Puis il y a beaucoup de demandes au niveau des mini-entrepôts. Ils en construisent en ce moment. C'est le fun, mais l'amortissement est de 15 ans. Alors, ça, il faut être informé de ça parce que ça change la rentabilité d'un projet, mais en même temps, ça crée beaucoup plus d'équité rapidement pour pouvoir réinvestir puis faire autre chose par la suite. Sinon, l'autre volet important aussi qu'il faut considérer, ça va être la flexibilité par rapport au remboursement. Il y a certaines dettes avec lesquelles tu peux accélérer tes paiements. Ça, c'est toutes les clauses qu'on a dans un financement que, quand on dit, c'est pas juste une question de taux, c'est toutes ces clauses-là qui sont importantes par rapport à nos objectifs, de valider est-ce qu'on a besoin de faire des paiements accélérés, est-ce qu'on a besoin, dans le fond, d'obtenir un moratoire au niveau des paiements. Donc, il y a certaines institutions financières qui vont pouvoir avoir une période tampon, justement, qu'il n'y a pas de versement. Absolument. Puis ça, c'est important, surtout si tu es dans un cadre de déménagement d'entreprise ou si tu es en train de changer complètement toute ta chaîne de montage, bien, c'est sûr que tu n'es pas efficace le jour 1. Alors, si tu peux avoir un moratoire de remboursement en capital sur 12 mois pour être capable d'étirer ça, ça peut être très bien. Donc, il faut avoir en tête tout le volet amortissement de la dette, sur combien d'années je peux le mettre, étaler le plus possible nos remboursements. Puis si à un moment donné, on a des excédents de liquidité et qu'on veut accélérer, il faut avoir les moyens de pouvoir le faire aussi. Oui. Alors ça, clairement, sans courtier hypothécaire, il y a plein de choses qu'on peut manquer à ce niveau-là. Oui, effectivement. Donc, c'est pas juste, dans le fond, de prendre la commande du client. Quand on dit je veux amortir sur telle période ou quoi que ce soit, ça dépend du type d'immeuble. Donc, en bout de ligne, ce que je retiens, c'est que ça n'a pas d'allure de faire une transaction sans courtier hypothécaire. Et voilà. Fait que ça résume bien. Merci, Peter. Merci à toi. Ça a été très agréable. Merci. Bonne journée.